Montmorency, une ville d'exception entre nature et histoire, à 15 km de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, Montmorency, une véritable petite pépite que cette ville de 22 000 habitants, juchée sur un mont, sertie entre un des plus immenses puits à carbone d'Île-de-France, la forêt de Montmorency, et un lac de 42 hectares, celui d'Enghien-les-Bains, sa voisine. Et où ça, me direz-vous? Eh bien, à seulement 13 km de Paris, oui, 13 petits kilomètres de rien du tout pour s'extirper du magma parisien et arriver à destination d'une adorable ville de charme, qu'on dirait située en province. Et même au sud de la Loire, tant elle brille d'un adorable cachet où villégiature rime avec nature et verdure. C'est bien simple d'ailleurs, si ces iconiques mots-clés résonnent de belle manière à Montmorency encore aujourd'hui, ça n'est pas un hasard. C'est grâce à Rousseau, Jean-Jacques en effet. Un jour d'avril 1756, notre déjà immense écrivain et philosophe en son temps décide de fuir Paris, décrite comme ville de bruit, de fumée et de boue, tiens donc déjà, pour s'installer à Montmorency. Et là, dans ce cadre apaisant, la symbiose nature-créativité est immédiate. Au creux de cette nature, si chère aux philosophes, Rousseau, littéralement inspiré par l'air montmorencéen, livre quelques œuvres majeures, mais surtout son plus énorme best-seller, Julie ou la Nouvelle Héloïse, peinture pré-romantique du sentiment amoureux et de la nature. Montmorency venait donc de gagner ses galons de ville apaisante, ressourçante, dépaysante et surtout inspirante. Eh bien, chers amis de Sud Radio, nous allons ensemble découvrir comment se conjuguent toujours aujourd'hui lieux enchanteurs, activités sportives, culturelles ou contemplatives à Montmorency, à seulement 13 km de Paris. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler et évoquer Montmorency, nous avons invité son maire Maxime Tory. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que le portrait vous plaît? Apaisante, culturelle. Vous avez parfaitement parlé de Montmorency. Mais j'ai été baigné de votre savoir et de votre science sur le sujet. Vous êtes le plus jeune maire du Val d'Oise. Enfin, en ce moment, c'est toujours vrai. Je suis 32 ans. Le deuxième plus jeune maire du Val d'Oise. Deuxième maire, d'accord. Le premier, c'est qui? C'est le maire de Persan. Très bien. Solveig Pigeria, c'est avec nous, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau, qui va nous parler de ce musée absolument incroyable qui réunit, 5000 visiteurs par an. Oui, tout à fait. On a battu les records de fréquentation. D'accord. Alors, monsieur le maire, pour parler de votre ville. D'abord, vous êtes un enfant de Montmorency. Vous êtes né à Montmorency. Vous avez suivi une scolarité à Montmorency. Vous êtes énarque. Et vous avez choisi les fonctions de maire parce que tout le monde me le dit et je l'ai constaté en vous interviewant pour préparer cette émission. Vous êtes un amoureux de la ville. Vous aimez cette ville, viscéralement. Pourquoi? Oui, je suis un enfant de Montmorency. J'aime passionnément cette ville. J'y ai grandi, j'y ai mes souvenirs, j'y ai mes amis, ma famille. Si j'ai fait le choix de m'engager pour ma ville, j'ai été élu maire à 28 ans, c'est parce que je suis persuadé que cette ville a un potentiel formidable, qu'elle peut redevenir une des villes références en Île-de-France, une ville d'exception où il fait bon vivre. D'accord. Donc on rappelle que Montmorency, c'est au nord de Paris. C'est le chef-lieu de canton du Val d'Oise, à environ 13 km au nord de Paris, 21 km par la route de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On dit que la physionomie de la ville, elle est sur 3 niveaux. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Une haute ville, une basse ville? La topographie de Montmorency est un peu particulière puisque vous avez le sud de la ville qui se trouve à la frontière d'Enghien, à proximité de la gare. Le centre qui correspond au centre-ville bourgeois avec des demeures du 18e, 19e, la proximité de la collégiale. C'est là d'ailleurs que se trouve la mairie. Et puis vous avez dans le haut de la ville le plateau qui se trouve en lisière de forêt et qui offre une vue imprenable sur Paris. Quels sont selon vous les atouts de la ville? Si on vous demande tout de suite là maintenant les premiers atouts de la ville. Je dirais que c'est une ville de nature. C'est une ville avec une identité forestière très forte, une ville dont une forêt porte le nom. Et la forêt de Montmorency, 22 000 hectares, énorme. La forêt de Montmorency. Et cette identité forestière, cette identité végétale, on la retrouve partout à Montmorency. Donc lorsque vous voulez vous ressourcer, lorsque vous voulez une ville à taille humaine, avec un cadre de vie apaisé, verdoyant, c'est Montmorency qu'il faut choisir. Son deuxième atout, c'est que c'est aussi une ville de culture, une ville d'histoire. Montmorency a accueilli des grands noms, vous avez évoqué Rousseau, on peut évoquer également Rachel ou Grétry. C'est une ville avec des éléments de patrimoine municipal extrêmement importants. La collégiale Saint-Martin, qui a été fondée par la famille Montmorency. Magnifique collégiale, juchée sur les hauteurs de la ville. Magnifique collégiale, juchée sur les hauteurs de la ville, qui domine la vallée de Montmorency. Vous avez également le musée Jean-Jacques Rousseau, vous avez l'orangerie qui appartenait au château de Crozat, et vous avez, on en reparlera peut-être, le château de Dino, bien sûr, qui est aujourd'hui un élément fondamental du patrimoine montmorencien. Est-il vrai que la ville de Montmorency a une histoire particulière avec la Pologne?
La ville de Montmorency a une histoire très particulière avec la Pologne. C'est assez surprenant puisque vous avez dans un des 2 petits cimetières de Montmorency, en réalité, un nombre de Polonais illustres extrêmement important. Le plus illustre d'entre eux à avoir été à Montmorency, c'est Adam Mickiewicz, dont la dépouille a été transférée en Pologne. Pour les gens qui ont déjà été à Cracovie, vous avez cette statue de Mickiewicz qui trône sur la place principale de Cracovie. Mais à l'époque, Mickiewicz a été enterré à Montmorency. On a plusieurs centaines de Polonais, des peintres, des artistes, des généraux qui sont enterrés dans ce cimetière des Champeaux à Montmorency. Solveig Pijerias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi dit-on que quand on visite votre musée, on se sent comme à la maison? Décrivez-nous cette ambiance et c'est d'abord le bâtiment. Alors oui, le bâtiment, c'est un bâtiment qui date de la fin du XVIIe siècle, qui est complété par un agrandissement du XIXe siècle, qui a permis vraiment de préserver la maison de Jean-Jacques Rousseau. Donc elle est préservée vraiment de façon très fidèle. Et on dit qu'on se sent comme à la maison, et c'est un des mots qui viennent directement de la bouche du visiteur, parce qu'on est véritablement dans une maison. C'est une maison d'écrivain, et dans une maison vraiment à taille humaine. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce qu'on y voit dans cette maison? Alors, on y découvre la maison de Jean-Jacques Rousseau qui est... Où il a vécu 6 ans? Exactement. Alors, pas tout à fait 5 ans, puisque Jean-Jacques Rousseau s'installe en 1756 à Montmorency, dans un avec premier lieu. Avec son épouse? Oui, sa compagne. Ils n'étaient pas mariés encore. D'accord. Pas encore, tout Comment à elle fait. s'appelait? Thérèse de Vasseur. C'est ça, Thérèse de Vasseur. Et donc, ils vont s'installer dans un premier lieu en 1756, à savoir l'Ermitage. Et en 1757, ils s'installent dans ce qu'on appelle le Petit Mont-Louis, qui est l'actuel musée. D'accord. Et donc, on y découvre vraiment l'intérieur de Jean-Jacques Rousseau grâce à une reconstitution tout à fait fidèle. C'est 3 pièces, une maison modeste à l'image de l'homme et de ses choix de vie, mais qui a conservé toute son âme. Et donc, on y découvre du mobilier, on y découvre donc la cuisine dans laquelle Thérèse Levasseur s'affairait, la chambre de Thérèse Levasseur, la chambre voit là où de il a Jean-Jacques écrit Rousseau. aussi. Oui, alors il y a l'intérieur de la maison où effectivement il y a la chambre de Jean-Jacques Rousseau avec sa table. Voilà, on a vraiment nous-mêmes envie de s'attabler pour écrire. Mais aussi dans le jardin, il y a ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le cabinet de verdure. C'est une appellation très rousseauiste et à la fois, tant par le nom que par la disposition très simple, il s'agit d'une table en pierre assortie de son banc en pierre. Et Jean-Jacques Rousseau a demandé effectivement à ce que cette table et ce banc soient installés dans le jardin, car il adorait écrire, penser, réfléchir dans la nature. Il y a également dans le jardin une petite bâtisse qui s'appelle le donjon, tel que l'appelait Jean-Jacques Rousseau, car il faut gravir quelques marches, on est un petit peu en hauteur. On domine aussi à l'époque la vallée et il adorait s'y retirer également pour écrire. D'accord. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut dire que Maxime Tori, que ce musée Jean-Jacques Rousseau fait partie des fleurons de la ville et que vous avez tenu à le garder, le restaurer, le valoriser? Bien sûr, il fait partie des fleurons de la ville. C'est un élément très important du patrimoine montmorencéen. Et notre objectif avec mon équipe, lorsque nous sommes arrivés, c'était de redonner à ce musée toute sa splendeur, toute son attractivité. Nous avons une directrice qui œuvre au quotidien pour le rendre plus attractif. Nous avons dépassé les 5000 visiteurs par an. Et au fond, l'objectif de ce musée, c'est de mettre en valeur le plus illustre de tous les Montmorencéens. C'est vrai, c'est lui quand même le plus illustre. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, il a été formidable. Alors, rappelons juste que l'œuvre qu'il a écrite a été un best-seller à l'époque. Alors, son roman d'amour, qui est donc Julie ou la Nouvelle Héloïse, oui, il commence à l'écrire à l'Ermitage, il le termine au Mont-Louis, et c'est vraiment un succès littéraire pour l'époque, oui. D'accord, très bien. On va marquer une petite pause, chers amis, on se retrouve juste après pour continuer de parler de Montmorency et d'évoquer cette belle destination à seulement combien? 13 km de Paris pour vous dépayser et rentrer dans un univers de villégiature et d'apaisement total. À tout de suite, chers amis de Sud Radio. Montmorency, une ville d'exception entre nature et histoire, à 15 km de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Montmorency, 22 000 habitants, ville ressourçante, apaisante, où la nature et la créativité peuvent se retrouver, monsieur le maire, pour d'abord, ça a été vrai pour Jean-Jacques Rousseau, mais c'est aussi vrai pour vous. Comment vous allez préserver ce cachet et ce charme de la ville, tout en la développant, et comment vous allez résister aux promoteurs? Alors, pour protéger le cachet de cette ville, je dirais qu'il y a 2 axes. Le premier, c'est, vous l'avez dit,
de lutter contre la densification à outrance. Montmorency se voit appliquer la loi SRU qui nous demande de construire toujours plus. Et un de mes engagements lorsque j'ai été élu, c'était de mettre fin à cette densification qui abîmait notre ville. Pour vous donner quelques exemples, avant que nous arrivions, il y avait quelques projets qui consistaient souvent à détruire des maisons du 19e, des jardins, abattre des arbres pour les remplacer par des immeubles. Moi, ce n'est pas ma vision du développement de notre ville et ce n'est pas ma vision de ce que doit être l'écologie. Donc nous nous sommes battus, nous avons convoqué les différents promoteurs pour leur dire que ce type de projet d'une densification destructrice ne correspondait pas à ce que la ville souhaitait. Oui, parce qu'il y avait quand même de très belles maisons de ville, de très belles petits bâtiments, pas plus de 3-4 étages, qui étaient d'époque, qu'il fallait préserver et garder. Qu'il fallait préserver, qu'il faut encore préserver. Nous avons recensé dans le dernier PLU près de 500 demeures remarquables avec une écriture stylistique ou architecturale particulière. Et c'est cette qualité architecturale qui nourrit aussi le charme de Montmorency. Donc mon objectif, mon rôle en tant que maire, c'est de protéger ce qui fait le charme, l'attractivité ancestrale de Montmorency. D'accord. Le deuxième volet, il y a la lutte contre les projets privés et il y a le volontarisme dans les projets publics et notamment dans la réhabilitation du patrimoine historique. Avec mon équipe, quand nous sommes arrivés, nous avons lancé un diagnostic sur la collégiale et sur le château d'Inno. Et l'objectif, c'est dans les prochaines années de réhabiliter notre collégiale et le château d'Inno ainsi que son parc. Alors parlez-nous de ce château d'Inno qui vous tient à cœur. C'est quelle époque ? C'est 19e. 19e, donc très beau château. C'est un très beau château. C'est un château dont nous avons obtenu l'inscription au titre des monuments historiques en 2022. Donc ça c'est fait, c'est validé, c'est acté. Ça c'est fait, c'est validé. Jean Castex, l'ancien Premier ministre, était venu à Montmorency et c'est la demande que je lui avais formulée. Il nous a soutenus dans cette démarche et donc nous avons pu faire protéger ce château. Pourquoi est-ce que nous avons protégé ce château ? Pourquoi est-ce que ça me tenait à cœur ? Pour deux raisons. La première, on l'a dit, il faut le réhabiliter. Et pour le réhabiliter, il faut des financements. Quand un château est protégé, vous pouvez obtenir des financements de la part de l'État. Deuxième raison, elle est plus profonde, elle puise en réalité dans le cœur de l'histoire de Montmorency. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château d'Inno n'était pas le premier château de Montmorency. Sur la même parcelle, auparavant, vous aviez un château encore plus grand, avec des bassins magnifiques, des grottes, des cascades, qui était d'abord le château de Lebrun, et ensuite ce qu'on a appelé le château de Crozat. Il se trouve que ces lieux étaient absolument merveilleux. J'invite vos auditeurs à aller les voir sur Internet. Il y a des visuels. C'était fabuleux. Et au début du 19e siècle, ça a été racheté par ce qui était l'ancêtre d'un promoteur qui a décidé de tout détruire pour transformer ce château en carrière de pierre. Donc, lorsque j'ai choisi de faire protéger ce château d'Inno, l'idée, c'était aussi de se dire que désormais, et c'est ce que permet la protection ABF, désormais... C'est quoi la protection ABF ? La protection au titre des monuments historiques. Désormais, plus rien ne pourra venir détruire ou altérer ce château. On a envie de dire tant mieux. Tant mieux. Oui. Enfin, nous avons la certitude que cet élément fondamental du patrimoine de Montmorency sera préservé pour les années futures. D'accord. Et comment vous comptez opérer votre transition vers l'écologie, l'environnement, la protection de l'environnement ? Votre question est intéressante parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu de notre projet. C'est à la fois de préserver ce qui a fait le charme ancestral de Montmorency, de préserver sa grandeur historique et à la fois d'adapter la ville de Montmorency aux défis du XXIe siècle. Oui, c'est ça qu'il faut. Il faut être audacieux sans rester figé. C'est compliqué. Exactement. Alors pour ça, on a lancé toute une batterie de projets destinés à adapter la ville de Montmorency à la transition énergétique climatique. Parmi les projets que nous avons lancés, nous avons mis l'accent sur la rénovation énergétique. Pour vous donner un exemple, nous portons actuellement une réhabilitation d'un groupe scolaire qui va permettre de réduire la consommation de ce groupe scolaire de 60%. D'accord, oui. 60%, c'est notre vision de l'écologie. Vous savez, l'écologie, c'est pas taxer plus les SUV. Ça, c'est de l'écologie gadget. La vraie écologie, c'est celle qui transforme le parc de l'éclairage public en 100% LED. C'est celle qui permet de réhabiliter les différents groupes scolaires pour réduire la consommation énergétique. C'est celle qui consiste à ouvrir de nouveaux parcs et à planter des arbres. Depuis que nous sommes là, nous avons planté près de 5000 arbres et arbustes à Montmorency. C'est ça notre vision de l'écologie, c'est comme ça que nous allons adapter Montmorency à cette nécessaire transition énergétique et climatique. Et pourtant, vous êtes déjà à côté d'un poumon vert extraordinaire de 22 000 hectares qui est la forêt de Montmorency. Est-ce que vous vous y baladez des fois, monsieur le maire, à titre personnel dans cette forêt ? Bien sûr, non seulement je m'y balade, mais quand même. Elle est plus que chouette, elle est un peu malade en ce moment. Oui. Et l'ONF procède à certaines coupes et avec beaucoup de maires, nous poussons des coupes nécessaires, puisque c'est la maladie de l'encre qui est une maladie contagieuse. Néanmoins, nous poussons avec un certain nombre de collègues pour que les replantations soient plus rapides et plus massives. Néanmoins, on a ce lieu exceptionnel qu'est la forêt de Montmorency. Moi, non seulement je m'y balade, je vais parfois y faire mon footing. Je vous l'avais dit, j'ai grandi à Montmorency lorsque j'étais plus jeune. On allait faire nos courses d'orientation dans la forêt. C'est un écrin fabuleux. Pour les familles, pour toutes les générations, c'est une vraie chance d'habiter à proximité de cette forêt. Et en plus, vous entretenez de bonnes relations avec votre voisin d'Enghien-les-Bains.
J'entretiens d'excellentes relations avec mon voisin d'Enghien-les-Bains, qui est un maire pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a profondément transformé sa ville. Vous le savez, l'histoire entre Montmorency et Enghien est une histoire commune. À certains moments dans l'histoire, Montmorency a même porté le nom d'Enghien. Oui, c'est vrai. Oui. Il paraît même que Montmorency a changé plusieurs fois de nom. Montmorency a changé 9 fois de nom. 9 fois de nom. C'est fabuleux. Hein. On ne sait pas pourquoi. Alors, pour toute une batterie de raisons, notamment à certains moments... Mais pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes, puisque pendant la Restauration, par exemple, Montmorency a pris le nom d'Enghien. Mais vous voyez, juste après la Révolution française, en raison de la présence de Rousseau, Montmorency avait été renommé Montmorency-les-Milles. D'accord, ah oui, pas mal. Et depuis 1832, nous avons gardé le nom de Montmorency et je compte bien que nous le gardions encore. Mais il est beau ce nom. Solveig Pigerias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi Rousseau a adoré Montmorency? D'abord, pourquoi il a quitté Paris? On savait parce que c'était une ville de bruit, de boue et de fureur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des écrits qui nous expliquent pourquoi il est tombé sous le charme de cette ville? Alors, Jean-Jacques Rousseau, c'est un philosophe de la nature. Donc déjà, voilà, il arrive au cœur d'un écrin de verdure. Exactement. C'est vraiment sa quête d'habiter au cœur de la nature. Il était clairvoyant. Le premier à l'époque, il avait bien visualisé tout le potentiel de Montmorency et de son cadre verdoyant. Et effectivement, il est très heureux dans cette maison du Mont-Louis car il bénéficie de ce jardin dans lequel, comme je vous le disais, il aime aussi écrire. Il bénéficie aussi de la forêt de Montmorency qui était un de ses cabinets de travail, comme il le dit lui-même. Donc c'est vraiment vraiment un but que de s'installer dans un cadre verdoyant. Et en plus, il est avec sa compagne dont il est amoureux. Ça l'inspire. Oui, c'est une relation qui va évoluer. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un de très très important dans sa vie. Elle va le suivre jusqu'à la mort de Jean-Jacques Rousseau en 1778. Ça va être un vrai soutien et c'est vrai que d'ailleurs on met en avant cette femme parmi d'autres femmes qui ont accompagné les écrivains en ce moment dans le cadre d'une exposition documentaire sur justement les femmes d'écrivains. Monsieur le maire, Maxime Thouaré, est-ce qu'il y a d'autres grandes personnalités illustres liées à Montmorency? Oui, notamment une personnalité que nous avons souhaité mettre en avant, qui est Rachel. Qui était une grande tragédienne, oui. Qui a commencé sa vie comme apatride, juive, dont la famille était repoussée de ville en ville, et qui s'est installée à un moment à Montmorency. Nous avons souhaité d'ailleurs avec mon équipe renommer le centre culturel Centre Rachel Félix pour la mettre en avant. Ça a été vraiment une grande figure en son temps. Ça a été une très grande figure, une très grande tragédienne. Est-ce qu'il y a un label des villes fleuries à Montmorency? Nous avons eu cette année, grâce au travail de nos équipes, de nos services municipaux, nous avons eu pour la première fois dans notre histoire le label Ville et Villages Fleuris. Donc ça c'est bien, ça apporte une dimension qui manquait à la ville, parce qu'on le savait déjà qu'elle était quand même dans un écrin de verdure. La ville est dans un écrin de verdure, mais doit s'ajouter à ce cadre naturel un entretien, une action municipale pour valoriser encore nos espaces verts. Nous avons souhaité avec mon équipe mettre l'accent sur ce point parce que on est là au cœur de ce qui constitue l'identité de Montmorency. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions avec nos équipes et nous avons cette année obtenu pour la première fois le label. Et est-ce que c'est pour cette raison, cette volonté de maintenir Montmorency dans son écrin de verdure, que vous êtes opposé au BIP, le fameux BIP, le boulevard intercommunal du Paris-Six, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque? Rappelons que c'était destiné à relier l'autoroute A15 à Argenteuil, c'est ça, à l'autoroute A5 à Gonesse, en direction de Charles de Gaulle, et vous faites partie des opposants. Enfin, vous avez fait partie des opposants. Et vous avez obtenu gain de cause. Alors, le projet n'est pas encore abandonné. Néanmoins, on a obtenu un certain nombre d'avancées. Moi, je me suis toujours opposé à ce projet. C'est un projet qui date de près d'un siècle, qui, à mon avis, n'est pas adapté aux exigences et aux défis de notre temps. J'ai eu l'occasion de le dire à la présidente du département, qui est très à l'écoute et qui est un vrai soutien pour la ville de Montmorency, ainsi qu'à la présidente de région, Valérie Pécresse, qui, dans le dernier SDRIF-E, a retiré ce tronçon central du BIP. D'accord. Je suis ravi que nos deux présidentes aient été à l'écoute. Elles sont toujours en soutien de la ville de Montmorency. Pourquoi est-ce que ça vous avait trop de voitures, trop de trafic? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce serait une aberration en termes d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, dans une zone qui est particulièrement dense en termes de protection architecte des bâtiments de France, une zone qui comprend des parcs, de belles maisons, des jardins, on raserait tout ça pour faire une 2 fois 2 voies. Ça ne correspond pas à ce que je souhaite pour Montmorency, et d'ailleurs ça couperait la ville en deux. La deuxième raison, vous l'avez dit, c'est une question environnementale. C'est que on ne peut plus aujourd'hui, en 2024, travailler sur le même type de projet qu'en 1936. Il faut qu'on réfléchisse autrement en matière de mobilité. D'accord. Est-ce qu'à Montmorency, on fait des choses autant pour les seniors que pour les jeunes couples et les familles?
C'est un élément fondamental Parce que de Montmorency. Montmorency a cette image encore de ville un peu seigneuriale, alors que maintenant, beaucoup de jeunes Parisiens, couples, familles, enfants, viennent s'y installer pour les raisons qu'on évoque. Le cadre de vie sublime. Exactement. Et en fait, je pense que ça n'est pas incompatible. Je pense qu'on on peut chercher un cadre de vie sublime, apaisant, quel que soit son âge. Et c'est la particularité de Montmorency que de proposer une offre variée pour toutes les générations. Pour les seniors, nous avons des commerces de qualité, nous avons une offre d'animation extrêmement dense. Et d'ailleurs, Montmorency a été élu il y a un peu plus d'un an, première ville d'Île-de-France où passer une retraite heureuse. Et nous en sommes très fiers. Et nous incitons tous les seniors qui souhaiteraient s'installer à Montmorency à venir. En revanche, nous avons aussi développé l'offre à destination des familles, vous l'avez dit. Après la crise sanitaire, nous avons observé une forme de transition, notamment dans le sud de Montmorency, à la proximité de la gare, avec un certain nombre de Parisiens qui ont fait le choix de quitter Paris pour venir s'installer à Montmorency. Ce que nous leur proposons, c'est un cadre de vie verdoyant, c'est des commerces de grande qualité, c'est la 200 proximité commerces, de Paris. à peu près. 200 commerces et des commerces d'une grande variété, d'une grande qualité. C'est tout ça qui fait le charme de Montmorency. Il y a l'action municipale, il y a ce que nous pouvons déployer, mais il y a aussi la qualité du tissu associatif, la qualité du tissu commerçant, qui est fondamentale pour l'attractivité de la ville. Une offre, une attractivité très éclectique. Est-il vrai que de 7 à 77 ans, on peut s'éclater aux apéros électro à Montmorency ? Je dirais même après 77 ans. Effectivement, nous avons, avec mon équipe, fait le choix, il y a 2 ans, de créer un nouvel événement qui a lieu en général fin août, qui est l'apéro électro. C'est très simple, c'est une soirée dédiée à la musique électronique. Ça se passe où ? Ça se passe dans le parc de la mairie. Et sur les 2 premières éditions, ça a été un franc succès. La dernière édition a rassemblé plus de 5000 personnes. C'est intergénérationnel, donc vous êtes dans le parc de la mairie, tous les commerçants installent des stands, les gens peuvent venir en famille pour dîner, pour rester un peu, et puis ensuite ça dure jusqu'au bout de la nuit pour les amoureux de la musique électronique. Et vous étiez à 2 doigts de mixer, m'a-t-on dit un jour. J'étais à 2 doigts de mixer, peut-être l'an prochain. On va faire une pause, on se retrouve juste après pour continuer à parler de cette belle ville de Montmorency, ville de villégiature, apaisante, ressourçante, au milieu d'un cadre de vie exceptionnel, à 13 km de Paris. À tout de suite. Montmorency, une ville d'exception entre nature et histoire, à 15 km de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes avec Maxime Tory, maire de Montmorency dans le Val d'Oise, et Solveig Pijarias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau. Maxime Tory, est-il vrai que ce que vous faites à Montmorency, ce que vous voulez pour votre ville, s'inscrit un peu à l'inverse de ce que fait Anne Hidalgo à Paris ? Alors, on peut le résumer de cette manière. Alors moi, on se définit rarement en fonction des autres. Néanmoins, probablement que de manière purement objective, ma vision de la gestion municipale est l'exact inverse de celle d'Anne Hidalgo. Avec une priorité accordée au cadre de vie, à l'entretien des espaces verts, à la propreté, avec une stabilité fiscale. On avait un point commun avec Anne Hidalgo, ce qu'on avait tous les deux promis de ne pas augmenter les impôts. Nous, on l'a fait. De la même manière, on a une vision probablement très différente de l'entretien du patrimoine historique. Et moi, je crois que une ville doit soutenir ses clubs sportifs. Je suis un fan du PSG. Je souhaite que le PSG reste au Parc des Princes. Oui, ça fait partie des axes de discorde un petit peu avec la maire de Paris. Mais il y en a un autre, c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que moi, je suis citoyen et j'arpente Paris souvent. Il paraît que les parkings sont assez gratuits à Montmorency. Oui, les parkings sont assez gratuits à Montmorency parce que nous considérons que pour soutenir notre tissu commerçant, il faut travailler sur différents types de mobilité. Alors, on peut travailler sur les mobilités douces, mais rendre le stationnement payant ou réduire le nombre de places de stationnement, ce serait un drame pour nos commerces. Or, ce sont nos commerces qui créent et qui fondent cet esprit village qui fait le charme de Montmorency. Sur le plan de la sécurité, c'est toujours un dossier et un sujet sur lequel on discute beaucoup en ce moment. À Montmorency, comment ça se passe ? Police municipale, caméra ? Encore une fois, c'est une vraie différence, vous l'évoquiez avec la maire de Paris, puisque je considère que la sécurité est une priorité, qu'elle fait partie c'est un élément fondamental de la qualité de vie, du cadre de vie qu'on doit offrir aux habitants. Donc nous avons une police municipale. Le choix que nous avons fait, c'est d'avoir une police municipale armée. Et en réalité, lorsque vous souhaitez, comme nous l'avons fait, développer une brigade de nuit, vous avez beaucoup de mal à recruter. Brigade de nuit municipale ? Brigade de nuit municipale, c'est-à-dire que notre police, avant, arrêtait à 20h. Aujourd'hui, elle prolonge jusqu'à 2-3 heures du matin. Ce qui correspond aussi à l'évolution des types de délinquance et des faits qui peuvent se passer sur des villes de banlieue parisienne. C'est absolument essentiel, mais lorsque vous demandez à des policiers de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin avec parfois des types de délinquance un peu plus durs, vous ne pouvez pas leur demander de le faire
sans pouvoir se protéger. D'accord. Donc nous avons fait le choix d'armer notre police municipale, nous avons créé cette brigade de nuit en augmentant les effectifs et nous portons avec l'agglomération, avec mes collègues de l'agglomération, avec le président de l'agglomération Luc Stréhano, nous portons un grand projet qui vise à doubler le nombre de caméras sur le territoire. D'accord, donc vous voulez faire de Montmorency une ville sûre. Nous voulons que Montmorency reste une ville sûre, puisqu'elle a été élue il y a un an par le Parisien, deuxième ville la plus sûre du Val d'Oise, et nous voulons qu'elle le reste. Ça fait partie des éléments d'attractivité. C'est pour toutes ces raisons, je vous disais que j'ai une vision municipale qui est assez opposée à celle d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, je le dis... C'est étonnant. Si vous avez des auditeurs parisiens qui sont un peu déçus de l'évolution de leur ville... Qui viennent à Montmorency. Je peux leur conseiller de faire comme Rousseau, de quitter Paris et de venir à Montmorency. C'est vrai, vous êtes demandeur de nouveaux arrivants ? Nous sommes demandeurs de gens qui cherchent à s'épanouir à Montmorency, qui cherchent un cadre de vie apaisé, une proximité avec la nature. Montmorency est une ville ouverte et elle le restera. Vous êtes un jeune maire, vous avez 32 ans. Est-il vrai que vous avez initié le premier conseil des aînés ? Oui. Vous avez décidé d'écouter les anciens. Nous avons décidé d'écouter les anciens, de leur donner toute leur place au sein de la démocratie participative. Donc nous avons créé ce Conseil des aînés depuis 2 ans, qui permet aux aînés de travailler sur un certain nombre de projets qui leur tiennent à cœur pour améliorer la qualité de vie des anciens à Montmorency. Et dans cette douceur de vivre, Solveig Pijerias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau, est-il vrai que le musée fait parfois salon de thé ? Oui, tout à fait. Un truc de dingue. Donc on va au musée et puis on s'arrête, on boit un thé, on repart. Alors, dans le cadre de la haute saison, c'est-à-dire d'avril à octobre inclus, 1 à 2 dimanches par mois, on propose une offre supplémentaire, à savoir de visiter tout d'abord la maison de Jean-Jacques Rousseau et les expositions temporaires, et si les visiteurs le souhaitent, c'est bien d'avoir cet accès en plus au salon de thé, qui a lieu donc dans le jardin. Dans le jardin même. Tout à fait. D'accord. On me dit qu'il y a 12 000 œuvres au sein du musée, mais qui ne sont pas toutes exposées. Non, pour des raisons d'espace d'exposition et surtout de conservation préventive, on ne peut pas exposer toutes les œuvres d'un coup. Et c'est aussi un vrai atout pour les expositions temporaires, car chaque année, on a une nouvelle exposition avec une nouvelle thématique et on sort des œuvres des réserves qui viennent illustrer le propos. Donc ça permet chaque année de découvrir des nouvelles œuvres. Et est-ce que le jeune public vient au musée ? Est-ce que les scolaires viennent ? Est-ce qu'ils sont encore sensibles aujourd'hui au travail et à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau ? Oui. Forcément, ils sont sensibilisés, j'imagine, dans le cadre de l'école. Tout à fait. Nous recevons toutes les classes scolaires de toutes les écoles de Montmorency dans le cadre de différentes médiations scolaires sur différentes thématiques, à la fois en lien avec les collections permanentes ou en lien avec les expositions temporaires, donc qui changent d'une année à l'autre. D'accord. Et donc oui, les enfants sont vraiment les bienvenus. Nous avons d'ailleurs obtenu un label, à savoir Val d'Oise Family, qui met en avant justement toute cette offre à l'attention du public familial. Donc, comme on dit, le public familial, eh bien, des plus jeunes aux aînés. Et pour avoir ce label, c'est charté, j'imagine, il y a des points dans lesquels... Oui, effectivement, il y a certaines conditions et des critères que le musée Jean-Jacques Rousseau remplit. Et par exemple, donc, on parlait des médiations scolaires, mais il y a aussi toutes les activités pédagogiques comme les livrets-jeux, comme les parcours-jeux aussi dans le jardin, les jeux de piste, mais également les escape games. Voilà, j'allais venir. Les gens adorent les escape games. Oui, il a beaucoup de succès. Nous avons à chaque fois des listes d'attente assez incroyables. Et donc, effectivement, il faut réussir à s'échapper du musée et en retrouvant le manuscrit dérobé de Jean-Jacques Rousseau. D'accord. On parlait d'une visite de Montmorency, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui veulent s'installer trouveront une place en crèche, trouveront des places dans les écoles? Combien d'établissements scolaires il y a? Êtes-vous satisfait des cantines? Est-ce que ce sont des sujets pour vous, tout ça? Bien sûr. Montmorency a vocation à être une ville familiale. Et donc, pour avoir une ville familiale, il faut une ville avec des places en crèche, une ville avec des écoles modernisées, une ville avec des cantines de qualité. C'est ce que nous avons tenté de déployer depuis que nous sommes arrivés avec mon équipe. Nous avons un marché de cantines qui a fixé une part de bio bien plus importante que celle prévue par la loi Egalim, avec des circuits courts, avec la volonté de travailler avec des producteurs français. Donc des cantines de qualité. Alors ça reste de la cantine collective, nous pouvons toujours faire mieux, mais néanmoins nous avons vraiment souhaité mettre l'accent sur la qualité dans nos cantines. Sur les places en crèche, ça correspond aussi à une attente très forte et profonde. Nous avons, depuis que nous sommes arrivés, augmenté de 35% le nombre de places en crèche à Montmorency. Je souhaite que nous puissions continuer d'avancer pour répondre de la meilleure manière possible à l'ensemble des demandes. Et au réarmement démographique. Auquel la ville de Montmorency doit prendre sa part, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le tissu associatif aussi, le gala des associations, tout ça fait partie des choses qui animent la ville et auxquelles vous tenez? Je dirais qu'au-delà des événements pour les associations, ce qui anime la ville, ce sont les associations et leurs bénévoles. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est vrai, de la vie citoyenne dans nos communes. Ce sont les associations et les gens qui sont bénévoles. Vous dites le nerf de la guerre.
C'est vrai, c'est le cœur battant. C'est le cœur battant de la ville. Ouais. C'est ce qui fait qu'on est bien dans sa ville, qu'on peut déposer son enfant au club de foot, qu'on peut soi-même aller faire de la danse, qu'on peut aller dans des associations culturelles. Notre ville ne serait pas la même sans l'engagement de tous ces bénévoles qui comptent ni leurs heures, ni leur énergie pour les autres. Moi, je suis extrêmement admiratif de ça. Je pense qu'on a la chance d'avoir une centaine d'associations à Montmorency. C'est une vraie plus-value pour notre ville. Heureusement qu'ils sont là. Et c'est vrai qu'on remercie toujours les bénévoles dans ces émissions parce qu'on se rend compte en discutant avec beaucoup de maires ou des gens qui travaillent dans les offices de tourisme qu'ils sont là pour valoriser leur ville, ils aiment leur ville et ils dépensent du temps gratuitement pour leur ville. C'est vrai que c'est important. Les activités à faire, monsieur le maire, sportives. Imaginons que je sois un grand sportif, j'ai une femme et 2 enfants. Ah, imaginons, hein. Où vais-je? Que fais-je? Alors si vous êtes un grand sportif, déjà vous pouvez ne serait-ce que marcher du sud de la ville au haut. C'est vrai. avec le dénivelé, je pense que plus sérieusement. Non, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Hein. Déjà c'est pas mal. Ouais. Même en vélo, en réalité. Donc pour faire ce trajet, je vous conseille plutôt le vélo électrique. À Montmorency, de par sa topographie, on peut se balader, on peut faire son jogging, et aller se balader dans la forêt de Montmorency. On peut profiter de son parc des sports. On a la chance d'avoir en lisière de forêt un parc des sports magnifique avec de nombreux équipements sportifs. Donc vous pouvez en profiter. On a également un terrain de tennis couvert qui a été réhabilité. Vous avez en réalité, si vous aimez le sport à Montmorency, tout pour être heureux. C'est vrai, c'est une ville sportive. C'est d'ailleurs une ville qui a obtenu récemment le label Ville active et sportive. Oui, c'est vrai. Est-il vrai que Montmorency aussi est la ville amie des animaux? On a beaucoup d'auditeurs qui ont des chiens, des chats, qui sont fous d'animaux. Et là, j'ai appris que là, c'était la ville des animaux. Ça consiste en quoi, cette appellation? Alors, cette appellation, elle est remise par la région Île-de-France. C'est une initiative qui avait été portée par Valérie Pécresse, qui à mon sens une très bonne initiative, et qui consiste à valoriser l'engagement des collectivités pour le bien-être animal. Nous nous sommes engagés, moi ça faisait partie des promesses dans mon programme de campagne. Je suis moi-même très sensible à ces questions de bien-être animal. Je souhaitais que la ville puisse avancer. Donc concrètement, ça consiste à l'organisation d'un événement Ville Amie des Animaux, où avec toute une batterie de stands, d'ateliers pour les propriétaires d'animaux, qui aura lieu dans les prochaines semaines à Montmorency. Ça consiste également à la préservation de la biodiversité. Nous avons installé un peu partout à Montmorency des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes. Ça consiste aussi à faire dans le magazine municipal des petits conseils pour les propriétaires d'animaux, faire des campagnes contre l'abandon des animaux. Nous avons créé également un guide du propriétaire de l'animal en ville, tout ce qui permet à chacun de favoriser le bien-être animal au sein de la ville de Montmorency. D'accord. Et dans les grands événements culturels à venir, est-ce que les naturels sont le moment phare de Montmorency? C'est une sorte de mini-salon de l'agriculture. Les naturels, c'est fabuleux. C'est la rencontre entre la foire de Paris et le salon de l'agriculture. Version miniature. Oui, bien sûr. Vous avez quand même dans le parc de la ville, vous avez 23 000 personnes qui se succèdent en un week-end. Ça aura lieu le 15, 16 et 17 mars. D'accord. On note cette date, 15, 16, 17 mars. Venez à Montmorency au naturel. Plus d'une centaine d'exposants. C'est la rencontre entre de la pédagogie sur les enjeux environnementaux et la valorisation des produits du terroir français. Et le retour de la fête des cerises? Le retour de la fête de la cerise, je ne l'ai pas encore annoncé, je peux l'annoncer sur votre antenne, ce sera pour cette année. Ah, enfin, parce que rappelons que la cerise à Montmorency, c'était un fruit symbolique. La cerise est un fruit symbolique. Cette fête de la cerise, elle existait il y a très longtemps. On avait promis de la faire revivre. Et elle se fera sur une place qu'on vient de rénover, qui s'appelle la place des Cerisiers, une place qu'on a complètement transformée, qu'on a pavée, qu'on a végétalisée. Et dans les prochaines semaines, nous organiserons cette première fête de la cerise qui a vocation à être une fête de village conviviale à destination de tous les Montmorencéens. Et qui renoue avec son histoire. Parce que la cerise, c'était quand même quelque chose... La cerise de Montmorency était célèbre dans toute l'Europe. Exactement. La fête du bœuf, c'est quoi? La fête du bœuf, de la même manière, c'était une fête populaire organisée le 14 juillet, qui avait été supprimée avant notre arrivée, que nous avons souhaité réinstaurer, qui est une vraie fête à destination des habitants du Haut de Montmorency. Moi, je suis très attaché. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer ces moments de création de liens sociaux. Ces moments où le corps social se regroupe, où les gens vivent ensemble, prennent plaisir à être ensemble. Donc, nous avons souhaité la remettre. C'est le 14 juillet. Cette année, elle sera un peu particulière, puisque nous avons promis de créer ce qu'on appelle le parc de la Serve, un parc en lisière de forêt dans le Haut de Montmorency. Et pour la prochaine fête du bœuf, le 14 juillet, nous inaugurerons ce nouveau parc de la Serve. Très bien. On va continuer à parler de Montmorency, création, activité, audace. On ose un peu tout à Montmorency. On se retrouve dans un instant, dans le dernier quart d'heure, pour continuer à parler de cette ville avec nos deux invités. À tout de suite. Montmorency, une ville d'exception entre nature et histoire, à 15 km de Paris, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Nous sommes à Montmorency. Montmorency, une ville ressourçante, dépaysante, inscrite dans un écrin de verdure et surtout une ville audacieuse, engagée dans sa transition écologique, engagée aussi dans ses manifestations culturelles. On a parlé de beaucoup de manifestations culturelles. Monsieur le maire, est-ce qu'il y en a une qui vous tient à cœur particulièrement et qui va arriver dans peu de temps? Sur la place Levaneur. Oui. Alors déjà, c'est quoi la place Levaneur? Alors la place Levaneur, c'est la place du marché. C'est la place centrale de Montmorency. C'est la place centrale. Je dirais qu'il y en a, parmi les initiatives culturelles, il y en a deux que je mettrai en avant, qui vont arriver récemment. La première, c'est ce qu'on appelle le Printemps des Poètes. Un mois où on met en valeur, en lumière, l'amour de la poésie à Montmorency. Ça, ce sera au mois de mars. Et puis ensuite, un peu plus tard, sur la place du marché, on a cet événement très typique qui s'appelle Montmartre à Montmorency, où on retire l'ensemble des voitures de la place, on installe des stands avec des artistes, des peintres qui viennent peindre en direct. Et pendant 3 jours, vous avez l'impression d'être à Montmartre, en plein cœur de Montmorency. D'accord. Ça, c'est en juin. Ça, c'est en juin, ça. D'accord. Est-ce qu'il y a, quand vous promenez en ville, un endroit que vous aimez particulièrement, qui vous tient à cœur, qui a vraiment un charme particulier pour vous? Est-ce que c'est justement cette place? D'abord, le marché, c'est quel jour? Le marché, c'est le dimanche. Tous les dimanches. Tous les dimanches, on a les petits producteurs qui viennent. Tous les dimanches sur la place du marché, qui est la place principale de Montmorency. Et vous, c'est un de vos coins préférés? Ça fait partie de mes coins préférés. Au-delà de la place, ce qui est très sympa, lorsque vous faites votre marché le dimanche à Montmorency, c'est que vous retrouvez un peu l'ambiance d'un petit village du Sud. C'est ça. Le charme d'une ville de province à 13 km de Paris. Vous avez l'ensemble des stands qui sont sur cette place, tous les commerçants autour. C'est une grande place ouverte. Lorsqu'il fait beau, les restaurants sortent leurs terrasses. Nous, ville, nous mettons des groupes de musique sur le marché tous les dimanches. Et donc, tout à coup, vous n'êtes plus à 13 km de Paris, vous êtes dans le sud de la France. J'ai l'impression que cette ville, vous lui avez redonné un coup de jeune, monsieur le maire. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette analyse? J'ai essayé. Oui, avec vous mon êtes en équipe, train de. Nous avons essayé de la dynamiser, de lui rendre à la fois tout son charme d'antan et en même temps d'inventer l'avenir que ce passé exige de nous. C'est-à-dire à la fois de faire de Montmorency ce qu'elle a toujours été, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, et en même temps qu'elle soit une ville du XXIe siècle. Solveig Pijarias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau, quelle est la prochaine grande exposition à laquelle nous allons pouvoir assister quand nous viendrons en masse à Montmorency? Alors, le 6 avril ouvre la prochaine exposition patrimoniale du musée, qui portera sur le fonds patrimonial du musée Jean-Jacques Rousseau afin de donner à voir un aperçu du patrimoine des Montmorenciens. Car, comme je le disais, on ne peut pas exposer 12 000 œuvres d'un coup. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans les coulisses du musée et d'expliquer comment se constitue, s'enrichit, se préserve, se transmet, s'expose un fonds patrimonial et de donner à voir toute cette diversité, car bien dans les collections du musée Jean-Jacques Rousseau, il y a des manuscrits, des lettres, c'est un musée littéraire, mais il y a également des objets, des tableaux, des sculptures, car le musée Jean-Jacques Rousseau conserve 2 fonds, l'un sur Jean-Jacques Rousseau, bien entendu, le XVIIIe siècle, et l'autre sur l'histoire de la ville de Montmorency. Donc c'est un patrimoine très riche et donc du coup des collections qui sont vraiment très variées. Toute la mémoire de Montmorency est au musée, dans la collection du musée. Oui, une grande partie en tout cas. Tout à fait. Et c'est vrai que le musée est à la fois le gardien d'une mémoire locale, celle de Montmorency, mais nationale aussi, par rapport à toute cette histoire liée à Jean-Jacques Rousseau. Et puis les Montmorency, la famille de Montmorency est connue. Voilà, c'est pour citer Anne, le connétable Anne de Montmorency, parmi le plus célèbre. C'est vraiment une histoire, voilà, qui est propre à l'histoire de France aussi, et l'histoire aussi des Montmorenciens. Donc c'est vraiment qu'ils soient fiers de leur patrimoine, car ils peuvent l'être. Transmettre ce patrimoine aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. C'est le but d'un musée et de toutes les normes de conservation préventive que nous avons. C'est vraiment de transmettre ce patrimoine qui est très précieux. Et donc, par exemple, pour la Nuit européenne des musées, le 18 mai, vous pourrez aussi découvrir cette belle exposition de 18h à minuit. D'accord. Ah, il y a un soufflet nocturne. Oui, c'est une nuit. Donc, c'est une nuit. La Nuit européenne des musées. Et c'est un événement très prisé aussi. Oui. D'accord. Est-ce qu'on sait si l'esprit de Jean-Jacques Rousseau plane toujours au musée? Alors, quand les parquets grincent, on se demande s'il est là. Mais oui, l'esprit rousseauiste est là, la philosophie rousseauiste est là. Naturaliste. Oui, et puis vraiment, les lieux sont préservés de façon très fidèle, tout en donnant cette modernité à travers toutes les expositions temporaires. Et par exemple, on invite des artistes contemporains à partir du premier week-end de juin dans le cadre des rendez-vous au jardin. Et donc, on invite les artistes contemporains à porter un autre regard aussi sur ces collections. Et donc, c'est toujours aussi très apprécié. Et est-il vrai que au musée Jean-Jacques Rousseau, une grande place est faite aux femmes? Oui. Et pour quelle raison?
Parce que de façon générale, les femmes sont mises à l'honneur à Montmorency. D'accord. Voilà, on a la salle Lucie Aubrac, on a le centre culturel Rachel Félix. Et puis, voilà, c'est très important. Comme on en parle dans l'exposition actuelle, il y a toujours une femme derrière chaque écrivain. Ça, c'est vrai, oui. Enfin, presque toujours. Donc oui, c'est important d'en parler. Et c'est aussi dans le cadre de toute l'histoire de l'art actuel qui est revisitée et étudiée sous un nouveau prisme, celle des femmes, oui. Maxime Tory, maire de Montmorency-Val d'Oise, quelle serait la vision que vous pourriez proposer à vos administrés et aux auditeurs de Sud Radio de Montmorency dans 20 ans? Comment vous voyez votre ville dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voudriez pour elle? Dans 20 ans, vous aurez 42 ans, vous serez encore un jeune maire. Dans 20 ans, 52. Oui. Ah, 52? Non, vous avez 32. Ah oui, pardon, vous avez 32. 52, vous avez raison. Mais j'espère que je serai encore jeune à 52 ans. Ah bah bien sûr. Dans 20 ans, ce que je souhaite, c'est que Montmorency soit redevenu pleinement une des villes d'Île-de-France où il fait bon vivre. Cette ville d'exception où on désire habiter lorsqu'on souhaite être à proximité de Paris. Cette ville qui aura préservé tout son aspect végétal, tout son côté verdoyant, qui aura préservé la qualité de son cadre de vie. J'espère que dans 20 ans, Montmorency sera resté une ville à taille humaine, une ville où il fait bon vivre. Vous savez, Solveig parlait de Rousseau, et vous l'avez dit, l'esprit de Rousseau plane sur Montmorency. Il y a une phrase de Rousseau que moi j'aime beaucoup qui dit « Les hommes ne sont point faits pour vivre entassés comme dans des fourmilières ». Et c'est mon rôle de maire que de m'assurer que Montmorency reste cette ville à taille humaine, où il fait bon vivre, une ville fidèle à son passé et fidèle à son avenir. Et quels sont les grands axes que vous défendrez bec et ongle et sur lesquels vous ne lâcherez rien? La densification, c'est-à-dire la préservation de la qualité architecturale et végétale de notre ville. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra dire halte aux promoteurs. Nous l'avons déjà fait et nous continuerons de le faire. D'accord. Au-delà de la préservation de ce cadre de vie, c'est évidemment œuvrer pour une ville familiale avec des écoles modernes qui valorisent le bien-être des enfants, le bien-être des familles, une ville adaptée à toutes les générations. Ça, moi, je suis très attaché à ça. À Montmorency, c'est une ville de 7 à 77 ans, voire même de 2 à 97 ans. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de notre ville, c'est d'être cette ville à part, à proximité de Paris. Et évidemment, l'autre axe sur lequel je ne lâcherai rien, c'est la préservation de cette ambiance, de cet esprit village, le fait de se battre pour préserver nos commerçants, nos commerces de bouche, tout ce qui fait que on se sent à Montmorency dans une ville à part. Et dans une ville avec une singularité et une identité, somme toute, bien française. En fait, Montmorency, c'est ce que j'essaye de préserver. On y retrouve tout le charme qui fait qu'on aime, qui fait que la France est tout le charme d'antan, tout ce qui fait que la France est un pays fabuleux, avec toutes ces villes, avec leur centre-bourg, avec leur patrimoine religieux, leur patrimoine historique. Il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs. On a la chance en France de vivre dans un pays magnifique parce qu'on a placé la préservation de la qualité architecturale, de la qualité patrimoniale, de la qualité végétale au-dessus de tout. Moi, je me bats contre cet enlaidissement des villes. Ce que je souhaite pour Montmorency, je le souhaite pour toutes les villes de France parce que je pense que c'est ce qui nous permettra de rester le plus beau pays du monde. On va ouvrir le carnet d'adresses pour tous les deux et vos adresses personnelles en commençant par vous, Solveig Pijarias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau. Où est-ce que vous aimez aller vous promener, dîner, vous restaurer, manger, faire une balade à Montmorency? Quel est le lieu qui vous charme encore toujours? Alors, en sortant du musée le soir, pourquoi pas effectivement aller profiter du centre-ville de Montmorency, qui est vraiment très agréable, c'est vrai. Roger Le Vaneur. Très bien. Vraiment, c'est très agréable. On a le choix au niveau des restaurants. À la belle saison, on peut être en terrasse, c'est vraiment très agréable. Donc, le centre-ville de Montmorency, pour vous, c'est le lieu idéal, top. C'est le cœur, évidemment. Il y a d'autres endroits très agréables, mais effectivement, oui, pour ce côté un petit peu festif, le soir, ça peut être très agréable. Et puis, si j'ai envie d'être un petit peu plus au calme, par exemple, le week-end, pourquoi pas aller me balader dans la forêt de Montmorency. Grand classique pour les Montmorencéens. Tout à fait. Et pourquoi pas écouter l'application La Forêt Augmentée, qui est une application gratuite qui permet de découvrir la forêt, donc sa faune, sa flore, son histoire. Et Jean-Jacques Rousseau nous parle directement. D'accord. Dans cette application. Tout à fait. C'est quoi le nom de l'application? La Forêt Augmentée. La Forêt Augmentée, très bien. Une application développée par Pleine Vallée Tourisme et qui est vraiment très, très facile à utiliser et très, très utile. Monsieur le maire Maxime Tory, pareil, même question. Votre carnet d'adresse personnelle, vous l'ouvrez, vous nous dites quoi aux auditeurs de Sud Radio qui ne connaissent pas encore Montmorency? Première chose à faire.
Alors évidemment d'aller se balader dans notre cœur de ville avec ses rues pavées où vous trouvez votre primeur, votre cafetier, votre fromager. Ce petit cachet historique. Ce petit cachet historique, ce charme, cet esprit village. Je vais vous en citer un en particulier parce que mon rôle c'est de protéger et de mettre en valeur tous nos commerçants. Moi j'aime bien aller me balader dans le parc des Sources que nous avons créé il y a 2 ans sur une ancienne friche polluée qui est dans le bas de Montmorency. Comment est-il ce parc des Sources? Ce parc des Sources, c'est 6000 m² qui ont été aménagés avec l'aide d'un écologue. On a préservé la biodiversité, on a instauré des cheminements, des points d'eau. Vous pouvez vous abriter en dessous d'un grand cerisier. Il y a des carrés potagers qui sont entretenus par les enfants des écoles. Très bien. Vous avez des vergers, c'est un lieu qui est un peu hors du temps. Et puis, évidemment, la forêt de Montmorency, le haut de la ville, la qualité de ses infrastructures sportives. J'ajouterai un lieu qui n'existe pas encore, dans lequel j'aimerais bientôt me balader, et je souhaite que les Montmorenciens s'y baladent également. C'est le parc du château de Dino. Ce parc qui aujourd'hui est laissé à l'abandon, qui n'est pas ouvert aux Montmorenciens. Notre projet avec mon équipe, c'est de l'aménager et de l'ouvrir au public d'ici le printemps 2025. On parle de 40 000 m² qui seront aménagés, ouverts au public. Je pense que ce sera un lieu fabuleux. Pour l'avoir visité, c'est déjà un lieu magique avec des jeux de lumière, avec des arbres centenaires. Ce lieu, il sera rendu aux Montmorenciens et je pense que tout le monde prendra un grand plaisir à s'y balader. Et ça, c'est pour l'horizon quoi, 2025 ? Printemps 2025. C'est un projet qui est en cours et qui sera finalisé pour le printemps 2025. Donc la notoriété du château de Dino va dépasser celle du musée Jean-Jacques Rousseau, probablement, parce qu'il a l'air bien ce château. Ce château est magnifique, tout comme le musée Jean-Jacques Rousseau. Les deux sont au contraire très complémentaires. J'invite tout le monde à aller se balader au château de Dino, puis à aller visiter le musée. Pour terminer cette émission, monsieur le maire, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs de Sud Radio qui ne connaissent pas encore Montmorency de venir voir, mais 3 adjectifs pour nous qualifier votre ville, vous diriez? Verdoyante. Oui. Apaisante. Oui. Et sublime. Et sublime, tout simplement. Que de la modestie. Je pense qu'il faut c'est mon rôle de maire que de mettre en avant ma ville, mais je le dis avec beaucoup de sincérité. Je pense qu'on a la chance d'avoir ce lieu assez exceptionnel à proximité de Paris, qui a été pendant très longtemps un lieu de villégiature des Parisiens. Nous souhaitons que ça le redevienne. Nous pensons que la ville a tous les atouts pour être un pôle d'attractivité du Val d'Oise. Et on est à seulement 13 km de Paris, rappelons-le. Merci Maxime Tory, maire de Montmorency, d'avoir participé à cette émission. Merci Solveig Pijarias, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau, de nous avoir fait connaître un peu mieux ce musée. Et on se donne rendez-vous maintenant, ou en tout cas dès les beaux jours, pour aller à Montmorency visiter cette magnifique ville à seulement 13 bornes de Paris. À bientôt. Salut, c'était La France à découvrir. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Montmorency, une ville d'exception entre nature et histoire à 15 km de Paris.